Il est 15h30 le 30 et un mai 1985 lorsque l'adolescente Shari Faye Smith disparaît devant la maison de ses parents située dans la proche banlieue de Columbia en Caroline du Sud. À peine quelques minutes plus tard, son père, Robert Smith, rentre du travail et découvre la voiture de Shari, moteur en marche, portière ouverte, son sac à main posé sur la banquette. Très inquiet, il prévient sur le champ le bureau du shérif Jim Metz qui met en place des fouilles auxquelles participent plus d'1 millier de volontaires, sans le moindre résultat. La famille et les enquêteurs ne pensent pas à une fugue car il n'y a eu aucune dispute entre Shari et ses parents. Le lendemain, une voix d'homme étrangement déformée téléphone à la mère de Shari. « J'ai kidnappé votre fille. » Pour vous prouver que ce n'est pas une blague, Shari porte un maillot de bain jaune et noir sous son short et sa chemise. Vous allez recevoir une lettre dans la journée. Le shérif Metz est très inquiet car le kidnappeur n'a pas exigé de rançon et il décide de contacter les hommes du FBI à Quantico. Après avoir analysé les circonstances de l'enlèvement qui s'est déroulé en plein jour, ainsi que les photos des lieux et l'enregistrement de la conversation téléphonique, les agents Jim Wright et John Douglas estiment que le criminel est un homme très dangereux et sophistiqué. Ils craignent que Shari Faye ne soit déjà morte et pensent que son kidnappeur va bientôt recommencer. L'horreur monte encore d'un cran lorsque les parents de Shari reçoivent la lettre annoncée par le kidnappeur. L'écriture restée de la jeune fille. 1er juin 1985, 3h10 du matin. Je vous aime tous. Dernière volonté testament. Je vous aime maman, papa, Robert, Don Richard et tous les autres, amis et familles. Je vais retrouver mon père maintenant, aussi je vous en prie, je vous supplie même de ne pas vous inquiéter. Souvenez-vous de mon caractère malicieux, de tous les bons moments que nous avons passés ensemble. Ne laissez pas cet événement gâcher vos existences. Continuez à vivre au jour le jour avec Jésus dans votre cœur. Quelque chose de bon sortira de tout ceci. Mes pensées vous accompagneront toujours. Je vous aime tous sacrément trop. Désolé papa, j'ai dû prononcer un juron pour une fois, que Jésus me pardonne. Richard, mon adoré, je t'ai vraiment aimé et t'aimerai toujours, me souviendrai de nos moments spéciaux ensemble. Désolé pour l'argent de la croisière. Je vous en prie, allez un jour à ma place. Je sais que vous m'avez tous aimé et que je vous manquerai beaucoup, mais si vous restez unis comme nous l'avons toujours fait, vous y arriverez. Ne vous endurcissez pas et ne soyez pas bouleversés. Tout va bien pour ceux qui aiment notre océan, qui aiment notre Seigneur. Je vous aime tous de tout mon cœur. Sharon, Shari Smith. Les agents du FBI sont maintenant persuadés que Shari est morte, mais sa famille, qui est très religieuse, refuse de renoncer à tout espoir. Le 3 juin, la mère de Shari, Hilda Smith, reçoit plusieurs coups de fil du kidnappeur qui lui promet que la jeune fille est toujours vivante et qu'il va la relâcher d'ici 3 à 4 jours. Mais les enquêteurs sont particulièrement pessimistes à cause d'une phrase que le criminel répète à plusieurs reprises. « Je veux vous dire une chose encore. Shari fait à présent partie de moi, physiquement, mentalement, émotionnellement et son esprit aussi. Nos âmes ne sont plus qu'une à présent. » Les appels sont identifiés comme provenant de diverses cabines publiques de la région, mais en 1985, retrouver un numéro sur le champ exige que l'interlocuteur parle pendant plus de 10 minutes, ce qui n'est jamais le cas. Les autres fois, c'est la sœur aînée de Shari, Dawn Smith, 21 ans, qui discute avec le criminel qui se montre, tour à tour, amical, cruel et émet de vagues regrets que les choses aient mal tourné. Ok, à 4h18 du matin, non je m'excuse, attendez une seconde, 3h10 du matin, le samedi 1er juin, elle a écrit cette lettre. À 4h58, le samedi 1er juin, nous sommes devenus une seule et même âme. Vous ne tarderez pas à recevoir des instructions pour nous retrouver. Le lendemain matin, il leur indique la route qui mène à une certaine maison où ils devront se rendre dans l'arrière-cour. À 6 mètres de distance, nous vous attendrons. Dieu nous a choisis. Le shérif Metz et ses hommes suivent l'itinéraire et découvrent le corps de Shari Smith, à une vingtaine de kilomètres de distance de la maison familiale. Les agents du FBI sont certains qu'elle est morte le 1er juin à 4h58 du matin. L'état de décomposition du cadavre ne permet pas de déterminer la cause du décès ou si elle a été violentée sexuellement. L'assassin a pris soin de retirer les bandages adhésifs, ce qui indique clairement que le kidnappeur est quelqu'un d'intelligent et de très organisé, certainement un homme d'un certain âge qui a dû revenir à plusieurs reprises pour des actes sexuels post-mortem.
Il arrête de s'y rendre lorsque l'état du corps rend impossible toute relation avec Sharifeh. Après concertation, les agents du FBI établissent un premier profil du kidnappeur. Un homme d'une trentaine d'années qui a dû se marier jeune, une union brève et ratée. À présent, il vit seul ou chez ses parents. Il doit avoir des antécédents criminels, agressions sur des femmes ou des coups de fil obscènes. S'il a déjà tué, les victimes sont des enfants ou de très jeunes filles. Au contraire de la majorité des serial killers, il est trop intimidé pour s'attaquer à des prostituées. Ses instructions ont toujours été très précises, heure, lieu ou emplacement exact du corps. C'est quelqu'un de très rigide et ordonné. Il est méticuleux et d'une propreté obsessionnelle. À plusieurs reprises, il lit un texte, sinon il perd le fil de ses pensées. Sa voiture doit être en parfait état, et il vit dans la région pour connaître si bien le lieu où il dépose le corps. Il se sent suffisamment en confiance pour y revenir plusieurs fois. La déformation de sa voix est obtenue grâce à un appareil spécial vendu dans le commerce. Les agents Wright et Douglas pensent que l'homme a fait des études en électronique et qu'il pourrait travailler dans le bâtiment ou la décoration intérieure. Je lui ai laissé le choix de sa mort. Les jours suivants, le meurtrier téléphone à plusieurs reprises à Dawn et la confond parfois avec Shari, car les deux sœurs sont toutes les deux blondes et se ressemblent beaucoup. Il indique qu'il a l'intention de se rendre ou qu'il va se suicider. En écoutant les conversations, les agents du FBI sont certains que le tueur ment. C'est un psychopathe qui se délecte dans la domination, le contrôle, la manipulation et la puissance qu'il exerce. Ils sont sûrs qu'il va sous peu commettre un nouveau crime. Sa cruauté est sans limite. Quand il téléphone en PCV, il indique à l'opératrice que l'appel provient de Shari. Il raconte la mort de l'adolescente à 2h du matin. Je lui ai dit de choisir son heure pour mourir 4h58. Nous avons beaucoup parlé. Entre autres choses, elle m'a dit qu'elle était prête pour le grand départ. Dieu était prêt à l'accepter comme un de ses anges. Je lui ai laissé le choix de sa mort, arme à feu, overdose de drogue ou suffocation. Il décrit alors comment il a violé Shari avant de l'étouffer avec des bandes adhésives sur le nez et la bouche. 2 semaines après l'enlèvement de Sharifeh, c'est au tour de la petite Debra Helmick, 9 ans, d'être kidnappée devant la maison de ses parents à moins de 50 km du domicile des Smith. Malgré la différence d'âge entre les deux victimes, le mode opératoire est identique et les enquêteurs sont persuadés qu'ils ont affaire à un serial killer. D'après des témoins, l'individu est un blanc. Au vu de ce second kidnapping, les agents du FBI affinent le portrait psychologique du coupable. Un homme timide et poli, d'une carrure forte ou obèse, quelqu'un qui n'attire pas le regard des femmes. Son comportement actuel doit refléter son état. Son entourage a pu constater qu'il perd du poids, qu'il boit beaucoup, ne se rase pas et a tendance à parler du meurtre. Un individu aussi méticuleux suit avec avidité les reportages télévisés sur l'affaire et collectionne les coupures de presse. C'est un grand amateur de matériel pornographique, avec une attirance particulière pour le bondage et le sadomasochisme. Contrairement à la première fois, le kidnappeur ne téléphone pas à la famille, ce que les agents du FBI ont prédit. L'homme n'est pas autant à l'aise avec une victime de l'âge de Debra qu'il l'a été avec Sharifeh. C'est par défaut qu'il porte son choix sur quelqu'un d'aussi jeune. La pauvre Debra Helmick est une victime d'opportunité. Pour tenter de débusquer l'assassin, les agents Wright et Douglas décident de le provoquer. Sachant que le tueur lit la presse, ils contactent un journaliste local pour lui demander son aide. Wright et Douglas veulent le piéger avec Dawn Smith, la sœur aînée de Shari, qui accepte de se prêter au jeu. Une commémoration est organisée à la mémoire de Sharifeh. Des fleurs et objets personnels de l'adolescente sont déposés sur sa tombe devant une multitude de photographes. Les enquêteurs espèrent que le tueur va se rendre au cimetière pour y dérober un des objets ayant appartenu à la victime. Il ne mord pas à l'hameçon, mais il recommence à téléphoner à la famille X. Elle remet à la famille Smith. Cette fois-ci, il n'utilise plus l'appareil pour déformer sa voix. Il donne des instructions pour découvrir le corps de Debra Helmick et annonce qu'il va tuer Dawn. Les policiers, inquiets de la tournure des événements, décident d'intensifier leurs recherches
notamment avec le seul indice en leur possession, la lettre testament de Shari Faye. Après un examen au microscope électronique, les techniciens du laboratoire de police scientifique parviennent à identifier une liste de courses et un numéro de téléphone partiel où il manque un chiffre qui ont dû être écrits sur une des feuilles précédentes du bloc-notes où Shari a consigné ses dernières volontés. L'indicatif est celui de Huntsville, dans l'Alabama. Sur les 10 numéros possibles d'abonnés, les enquêteurs, aidés par des techniciens du central téléphonique, cherchent à découvrir si l'un de ces abonnés a été en rapport avec un numéro de téléphone de la région de Columbia, en Caroline du Sud. C'est effectivement le cas, puisque l'un d'eux a reçu de nombreux coups de fil de la part d'une résidence située à 20 km de la maison des Smith, et cela plusieurs semaines avant le kidnapping de Shari. Le numéro est identifié comme appartenant à un couple d'âge moyen, Ellis et Sharon Shepard. Interrogé, Ellis Shepard se révèle être un homme sans histoire d'une 50aine d'années qui ne correspond pas du tout au profil. Il reconnaît avoir passé les coups de fil à son fils qui effectue son service militaire à Huntsville, dans l'Alabama. De plus, le couple est absent pendant plusieurs semaines au moment des 2 meurtres. Les policiers sont interloqués jusqu'à ce que l'un d'eux ait l'idée de décrire en détail au couple Shepard le profil du coupable suspecté. Immédiatement, les 2 époux se concertent pour donner le nom de Larry Gene Bell. Âgé d'une 30aine d'années, divorcé, avec un fils qui vit en compagnie de son ex-femme, d'un naturel timide, Larry Bell possède une forte carrure et il travaille en tant qu'électricien ou bricoleur pour l'entreprise de bâtiment d'Ellis Shepard. Méticuleux et organisé à l'extrême, il est resté chez les Shepard pendant leurs 6 semaines d'absence pour garder la maison avant de retourner vivre chez ses parents. Sharon Shepard se souvient avoir écrit le numéro de téléphone de leur fils sur un bloc-notes au cas où il y aurait eu une urgence quelconque. Lorsqu'il est venu les chercher à l'aéroport, Larry Bell n'a fait que leur parler du kidnapping et du meurtre de Shari Faye Smith. Ils se rappellent avoir été surpris par son apparence, il a perdu du poids, il est mal rasé et paraît dans un état d'agitation extrême. Un des enquêteurs demande à Mr. Shepard s'il possède une arme. C'est le cas, mais le calibre .38 n'est plus à sa place habituelle. Il le découvre sous le matelas où Larry Bell a dormi. L'arme a été utilisée. Il y a aussi plusieurs revues pornographiques de bondage. Les Shepard reconnaissent immédiatement la voix de leur employé sur les enregistrements des coups de fil du kidnappeur. Son casier judiciaire comporte plusieurs tentatives ratées de kidnapping à l'encontre de jeunes femmes fermées pour lesquelles Larry Bell est condamné à 5 ans de prison. Libéré sous conditionnel au bout de 21 mois, il harcèle une petite fille de 10 ans avec plus de 80 coups de fil obscènes. Vénus pour l'arrêter, les policiers découvrent une chambre rangée avec soin, un grand nombre de revues pornographiques, ainsi que des cheveux qui sont identifiés comme ayant appartenu à Shari Faye Smith. Mais Larry Gene Bell nie farouchement les forfaits dont on l'accuse. Les 2 agents du FBI parviennent malgré tout à lui arracher des aveux indirects en évitant avec soin d'employer des termes tels que tuer crime ou meurtre. Larry, as-tu fait ces choses? Est-ce que tu aurais pu les faire? Tout ce que je sais, c'est que le Larry Gene Bell, qui est assis ici, n'aurait pas pu faire de telles choses, mais le mauvais Larry Gene Bell aurait pu les faire. Lors de son procès, Larry Gene Bell est condamné à mort pour les 2 kidnappings et meurtres de Shari Faye Smith et Debra Helmick. La police et que les agents du FBI sont persuadés qu'il a commis d'autres assassinats par le passé. Mais Larry Gene Bell a toujours refusé d'en parler. Son cas inspire un ouvrage de Hilda Smith, The Rose of Shari, ainsi qu'un téléfilm Nightmare in Columbia County, 41, de Roger Young, avec William Devane dans le rôle du shérif Jim Metz et Butch Slade dans celui de Larry Gene Bell, qui est tourné dans la région de Charlotte en Caroline du Nord. Le 4 octobre 1996, Larry Bell est exécuté sur la chaise électrique de l'État de South Carolina sans avoir exprimé le moindre regret pour ses actes.